La planète nucléaire militaire est constituée d'un certain nombre de groupes d'États. Il y a les États nucléaires au sens du traité sur la non-prolifération des armes de destruction, des armes nucléaires, entré en vigueur en 1970, que sont les États-Unis, chronologiquement, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la France, la Chine. À côté de ces 5 États nucléaires, 3 États qui n'ont jamais signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires sont ouvertement, officiellement ou réputés être États nucléaires. Il s'agit d'Israël et pour l'État qui n'a pas de politique de transparence s'agissant de son statut même d'État nucléaire, et il s'agit de l'Inde et du Pakistan qui sont officiellement, et qui le revendiquent, des États nucléaires depuis le printemps 1998. À côté de ces 3 États et de ce groupe de 5 États, un dernier État un petit peu à la limite, qui est la Corée du Nord, est réputé être un État en passe de devenir nucléaire depuis que le régime de Pyongyang s'est retiré du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en janvier 2003 et a conduit plusieurs essais nucléaires jusqu'au dernier du mois de janvier 2016, à tel point qu'aujourd'hui on se demande, et c'est une question pour les experts, pour les responsables politiques, pour les militaires naturellement, si la Corée du Nord est déjà un État nucléaire, ou si le pays n'a pas encore miniaturisé une charge de telle sorte qu'il puisse la faire porter sur un missile, ce qui le qualifierait pour entrer dans la planète nucléaire comme État nucléarisé de facto, sinon de jure, puisqu'il y a un débat de doctrine juridique sur le droit de la Corée du Nord à s'être retirée du TNP comme État non nucléaire en janvier 2003. Donc, grosso modo, la planète nucléaire aujourd'hui, c'est ça. 8 ou 9 États, à côté desquels, dans le cadre d'un système d'alliance américain, l'OTAN en étant une, mais pas seulement, un certain nombre de pays bénéficient du parapluie de l'arme nucléaire américain ou des armes de l'OTAN. Mais pour faire simple, à côté de ces 8 ou 9 États nucléaires, le reste des États sont des États non nucléaires, non dotés de l'arme nucléaire, au sens du TNP, qui est un traité quasiment universel, puisque seuls, donc Corée du Nord, Israël, Inde et Pakistan n'en font pas partie. Donc voilà quel est l'état de la planète nucléaire. À côté de ça, depuis 1970, ce traité qui cherche à acter la fin de l'histoire nucléaire, un certain nombre de velléités ou volontés étatiques de se doter de l'arme nucléaire rendent le régime de non-prolifération, dont c'est la cheville ouvrière, ce traité, instable. Dans l'histoire, il y a eu un certain nombre d'États comme ça qui ont souhaité se doter d'un programme militaire et de l'aboutir. L'Afrique du Sud, naturellement, étant l'État principal. Et puis, après l'entrée en vigueur du TNP en 1970, un certain nombre d'autres États, sous couvert de leur statut d'État non doté de l'arme nucléaire, ont cherché à lancer un programme militaire et la question de la prolifération de l'arme nucléaire est devenue une préoccupation de sécurité internationale véritable, dont s'est emparé le Conseil de sécurité des Nations Unies à partir de janvier 1992, et qui fait que c'est une préoccupation, un enjeu de sécurité internationale sérieux depuis la fin de la guerre froide, avec une vague importante de prolifération au tournant du siècle,
fin des années 90, début des années 2000, qui fait réagir le Conseil de sécurité, la communauté internationale, l'Union européenne, sur le sujet précisément de la prolifération nucléaire. Donc la prolifération nucléaire, la prolifération de l'arme nucléaire est devenue véritablement un enjeu de sécurité internationale depuis la fin de la guerre froide, qui s'est concentré sur l'Iran dans un premier temps au début du siècle, sur la Corée du Nord, sur d'autres pays tels que le Myanmar, la Libye, l'Irak, la Syrie, mais principalement sur l'Iran et sur la Corée du Nord, avec pour le cas iranien un problème peut-être en passe d'être réglé, puisque un accord a été signé entre le P5 plus 1, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Union européenne, et l'Iran le 14 juillet dernier, 2015, au titre duquel les garanties sur le caractère pacifique du programme nucléaire iranien doivent être données à la communauté internationale dans les 8, 10 et 15 ans à venir. Donc, en matière de prolifération nucléaire, aujourd'hui, le problème principal qui se pose, puisque je mets de côté la Syrie, qui aujourd'hui a d'autres chats à fouetter, et le Myanmar, dont la transition démocratique met également au second plan cette préoccupation, nous avons la Corée du Nord comme préoccupation de sécurité principale en matière de prolifération nucléaire et préoccupation majeure dont sans doute la communauté internationale encore aujourd'hui ne prend pas suffisamment la mesure. Je pense qu'il y a deux idées fausses. La première idée fausse, c'est que les efforts de non-prolifération sont liés aux efforts de désarmement nucléaire. C'est une idée qui peut paraître un petit peu étrange quand on est à l'extérieur de ce champ des études de sécurité, mais elle est assez commune en matière de non-prolifération et de désarmement nucléaire. C'est-à-dire que pour nombre d'États, pour nombre d'ONG, pour pas mal de chercheurs, d'experts, il y a une espèce de parallélisme des tendances, si vous voulez. C'est-à-dire que plus les États nucléaires désarment, plus le risque de prolifération de l'arme nucléaire est enrayé. En réalité, l'examen de l'histoire récente montre, et sans s'amuser de quelque paradoxe que ce soit, le contraire. C'est-à-dire que le désarmement nucléaire est une réalité. À l'époque, en 1985-86, il y avait à peu près 68 000 armes nucléaires dans le monde. Aujourd'hui, on est grosso modo à 10 000, 10 300 si on met de côté 5 000 armes qui sont en cours de démantèlement dans les arsenaux russes et américains. Par conséquent, le désarmement est une réalité. Et la plus grosse partie de ce désarmement a eu lieu dans les années 90 et au début des années 2000. Et c'est précisément alors que les grands États nucléaires que sont États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France désarment qu'on rentre dans une nouvelle vague de prolifération avec les explosions pakistanaises et indiennes de 98, la révélation des réseaux pakistanais Akukan de prolifération qui essaiment dans tout le Moyen-Orient et qui touchent l'Irak, la Libye, la Syrie, etc., etc. Donc, non seulement il n'y a pas un parallélisme des tendances, mais en plus, on semble voir qu'il n'y a strictement aucun rapport entre le désarmement des États dotés d'un côté et le phénomène de prolifération nucléaire lui-même, qui lui est très régional. Bien, donc ça c'est la première idée fausse, si vous voulez. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il ne faut pas continuer à désarmer. Les deux sujets sont indépendants. Et j'en viens à la deuxième idée fausse. La deuxième idée fausse, c'est que le désarmement nucléaire est un but en soi. Le désarmement nucléaire n'est pas une idéologie. Le désarmement nucléaire
n'est pas un but en soi. Et de manière générale, le désarmement n'est pas un but en soi. Le désarmement est un moyen de sécurité internationale. Si plus de désarmement nucléaire doit conduire à plus de sécurité internationale, à plus de stabilité entre les États, alors il faut continuer de désarmer. On est arrivé aujourd'hui à un moment de l'histoire stratégique mondiale où, ayant énormément désarmé, la France également, qui est à moins de 300 armes nucléaires toutes opérationnelles dans son arsenal, on est arrivé à un moment où l'avenir, à court et moyen terme, ne peut pas être prédit. On est rentré dans une époque de surprises stratégiques qui peuvent se transformer, on l'a vu avec la Russie en Ukraine, possiblement en rupture stratégique. Dans ce contexte, il n'est pas raisonnable pour un État nucléaire tel que la France de désarmer davantage dans la mesure où notre arsenal est lié à une doctrine de dissuasion dite de stricte suffisance. En revanche, quand les conditions géostratégiques mondiales permettront de continuer l'effort de désarmement nucléaire, alors il faudra certainement le faire. Mais aujourd'hui, désormais, désarmer davantage ne serait pas un facteur de paix, ne serait pas un facteur de stabilité, mais pourrait au contraire être un facteur d'instabilité. Et donc, cette deuxième idée fausse selon laquelle le désarmement est un but en soi, il faut y parvenir, quel que soit le contexte géostratégique, est encore une fois, est une idée fausse. Et je pense que les chercheurs que nous sommes doivent lutter contre cette idée en expliquant que le désarmement est toujours lié, et dans toute l'histoire du désarmement au XXe siècle, ça a été lié à un contexte stratégique, régional ou mondial à un moment donné. Point. Si le pire n'est jamais certain, il est extrêmement difficile de prédire l'avenir nucléaire, et en tout état de cause, on peut chercher à être volontariste. Ça oui. Et en matière de prolifération nucléaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système, l'architecture mondiale de non-prolifération nucléaire peut largement être renforcée. On peut renforcer quoi? Le système des garanties de l'AIEA, le protocole additionnel aux accords de garantie généralisés de l'AIEA, qui existe depuis la fin des années, qui est en place depuis la fin des années 90, n'est pas encore universel et n'est pas obligatoire. Il faut le rendre obligatoire, ce protocole additionnel qui permet aux inspecteurs de l'AIEA dans un État non doté de l'arme nucléaire de faire des inspections beaucoup plus intrusives qu'ils ne le peuvent alors que le protocole additionnel n'est pas en œuvre dans cet État. Ce protocole additionnel doit devenir universel et doit devenir, me semble-t-il, obligatoire. Ça doit être la norme. Les perspectives en matière de prolifération nucléaire nécessitent d'être très très clairs sur les risques. Les risques sont régionaux, ils sont en Asie du Sud, c'est le couple Inde-Pakistan, au Moyen-Orient, dans la partie la plus orientale du Moyen-Orient à la limite de l'Asie du Sud, c'est l'Iran et l'Arabie saoudite, qui posent sans doute les problèmes principaux en matière de prolifération nucléaire, et l'Asie du Nord-Est, avec la Corée du Nord, dont, je le répète, on ne prend pas encore bien la mesure, certainement à Washington, du danger que ce régime représente pour ses voisins, que sont la Corée du Sud et le Japon. Donc les enjeux principaux pour moi sont là, ce sont des enjeux régionaux. La centralité du monde s'est déplacée malgré les velléités de puissance de la réémergence russe. Moi, je ne pense pas que sur le plan nucléaire, les dangers soient retournés en Europe. Je pense que les dangers se déplacent et sont pour longtemps en Asie et essentiellement au Moyen-Orient et en Asie du Nord-Est. Et de ce point de vue-là, les perspectives sont ouvertes, puisque le champ de l'action politique est encore
et j'allais dire un boulevard, puisque quasiment rien n'est fait. Voilà. Donc je dirais que c'est dans ce sens, et en particulier pour l'Union européenne, qu'il faut œuvrer en matière de prolifération nucléaire, si tant est que l'Union européenne souhaite, ait la volonté et les moyens de devenir une puissance globale.